vous savez que le programme des conférences cette année, c'est autour de l'innovation. Donc, on vous a emmené sur des terrains un petit peu inconnus, depuis le monde des startups jusqu'au monde des fonds d'investissement, jusque plein de domaines que je pense vous n'êtes pas habitués à côtoyer. Et aujourd'hui, on change encore de domaine pour vous faire partager une expérience que j'ai trouvée très, très intéressante de création d'une communauté de patients au service de la recherche et pour participer à la recherche. Avec plein d'idées, vous allez le voir, pour développer ce genre d'expérience pour nos patients, pour créer cette communauté qui va être créée. C'est un projet qui est porté par Guillemette Jacob, qui va vous présenter son expérience et puis en toute fin, un petit peu sous forme de teasing, je crois qu'elle va vous présenter le projet qui va être déployé dans le... Vous savez qu'on a eu depuis un an PEPR, qui est le programme projet en médecine de précision en psychiatrie. On a très, très, très besoin de ce type de communauté pour que les patients participent, s'informent, soient les acteurs de cette recherche. Et c'est un projet qui est porté aujourd'hui par Véronique Briquet-Logier, qui est en tout petit là-haut d'où l'Afrique du Sud, d'où elle nous regarde, avec Marie-Hélène Soto, qui est venue de Paris pour assister à cette réunion et qui est chef de projet récemment recruté au sein du PEPR. Et donc, on va continuer un certain nombre d'actions avec Lyon. Donc, on est aussi très content, encore une fois, d'être à Lyon. Donc, après cette petite introduction de contexte, j'ai le grand plaisir de passer la parole à Guillemette Jacob, qui va vous expliquer son parcours et pourquoi est-ce qu'elle a développé ce projet à partir d'un métier qui était au départ pas du tout celui-là. Et je crois qu'elle va aussi vous expliquer comment on s'est rencontrés et comment est-ce qu'on a eu l'idée de construire ce projet. Guillemette, donc, Marion, tu me laisses la responsabilité. Merci. les deux rencontres. Les deux. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Guillemette Jacob et comme Marion commençait à vous le dire, moi, je ne viens pas du tout du monde de la médecine et encore moins du monde de la recherche. Moi, je viens du monde du business et je viens de passer 25 ans à faire du marketing digital. Bon, il se trouve que la maladie est rentrée dans ma vie il y a presque 15 ans maintenant. J'ai effectivement eu un cancer et pendant ma prise en charge, j'ai rencontré le professeur Fabien Reyal, qui m'a pris en charge à l'Institut Curie. Et c'est en discutant avec lui, en évoquant les difficultés que rencontraient les chercheurs pour recruter des volontaires, qu'on a commencé à discuter de Sentinelle. Il se trouve qu'existait aussi aux États-Unis un projet similaire qui s'appelle Army of Women. Et c'est suite à ça et en ayant ensuite rencontré Marie Préau qu'à trois, on a monté, ça fera 10 ans au mois de septembre cette année, le projet Sentinelle. Donc, vous voyez, un projet qui illustre bien, ne serait-ce que dans la structure, dans qui nous sommes, ce que nous voulons faire, c'est-à-dire unir la société civile, des gens comme moi qui ont une expérience de la maladie, qui ont un savoir expérientiel, comme on dit aujourd'hui, avec des cliniciens et des chercheurs pour qu'on fasse ensemble avancer la recherche. Alors, oui, vous m'entendez, oui. Alors, qui est... J'ai l'impression... Non, le son, oui. Alors, quelle est notre vocation? Notre vocation, c'est vraiment de construire une relation directe, proche et pérenne entre les citoyens et les chercheurs pour que la recherche soit à la fois plus efficiente et plus pertinente. Et on va voir, on travaille vraiment sur les deux aspects. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut que la recherche aille plus vite, coûte moins cher et donc vraiment soit plus efficiente, mais on travaille aussi à ce que la collaboration permette une recherche qui soit plus proche des citoyens et plus proche de leurs attentes. Alors, nos activités, la première, c'est de faire croître une communauté de citoyens qui se portent proactivement volontaires pour participer à la recherche. Le cancer, j'imagine que vous avez ça en tête, c'est une personne sur 4, une sur 5, ça dépend à qui on parle. Donc, ça fait 350 000 nouveaux cas par an. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de gens, sachant qu'avant Sentinelle, des chercheurs pouvaient mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à trouver des volontaires pour participer à leurs études, alors que de l'autre côté, on a une épidémiologie qui galope. Donc, nous, notre parti pris a vraiment été de dire on va inverser, hein, c'est-à-dire plutôt que les chercheurs cherchent des volontaires, on va demander aux volontaires de se porter proactivement volontaires. Et c'est tout notre principe. Et on est une base de données, et vous allez voir, on fonctionne, c'est à peu près aussi simple de s'inscrire à Sentinelle que de s'inscrire à n'importe quelle newsletter, parce que c'est vraiment ça notre idée.
Ensuite, notre deuxième activité, c'est qu'une fois qu'on a récupéré cette adresse email, que les gens sont inscrits sur le site de Sentinelle, on promeut la participation à la recherche. C'est-à-dire que tous nos emails sont axés sur les besoins des chercheurs. Et on va leur dire, à tel endroit, il y a tel chercheur qui se pose telle question de recherche. Pour y répondre, il a besoin de tel type de personnes. Voilà ce qu'on demandera aux gens qui se porteront volontaires. Si vous voulez participer, cliquez ici. Et enfin, on travaille vraiment à faire en sorte que cette relation soit la plus équilibrée possible, la plus réciproque possible. Parce que nous, on engage des gens dans la durée aussi. Quand on recrute une sentinelle, ce n'est pas forcément pour une seule étude. Ça peut être pour 4, 5 et encore plus d'études. Donc, on veut vraiment que ça s'inscrive dans la réciprocité, que les sentinelles y trouvent leur compte. Et donc, on favorise vraiment une proximité, un dialogue. Et alors, je sais qu'à Fondamental, vous êtes très avancé sur ces sujets-là, mais la Cancéro, on était très, très loin. Une des choses que l'on fait, c'est d'organiser des webinaires durant lesquels les chercheurs viennent expliquer les résultats de leurs recherches. Et les résultats de recherche, donc, où des sentinelles ont participé, ils viennent, ils présentent les résultats. Ça paraît, enfin, dans le monde de la cancéro, c'est assez nouveau. Je sais que vous êtes beaucoup plus élaboré que nous sur ce sujet. Donc, voilà quelles sont nos activités. Contrairement à ce que notre nom laisserait à penser, on travaille sur tous les cancers. Alors oui, on a commencé sur le cancer du sein, mais on travaille absolument sur tous les cancers. On travaille pas qu'avec des patients, on travaille avec des citoyens et vous allez voir dans la base, il y a même une majorité de gens qui n'ont pas été malades. Notre parti pris, c'est de dire, la maladie, ça n'arrive pas qu'à une seule personne, ça arrive à tout son entourage. Et il se trouve que la recherche a effectivement besoin de aussi tout l'entourage, en particulier en cancéro, où on a des gros sujets de prévention et ou des sujets de population témoin. Et puis, jusqu'à présent, on a eu pour principe de ne travailler qu'avec la recherche académique. Alors, on a 38 000 citoyens dans la recherche. Vous le voyez, on n'a qu'un petit tiers, voire même presque un quart, qui a eu un cancer. Donc, ce n'est vraiment pas la majorité des gens, hein. On a vraiment dans la base plein de gens qui ne sont concernés que indirectement et qui viennent s'engager au service de la recherche. On a une très grosse majorité de femmes. Alors, c'est un cercle vicieux qui est à la fois lié à notre nom, qu'on ne veut pas changer parce que la communauté y est très attachée, à la fois lié aux études que l'on mène, qui sont beaucoup des études autour du cancer du sein, mais c'est aussi lié, et ça, les psychosociaux de la santé nous l'expliquent régulièrement, c'est aussi lié au fait que les femmes s'engagent plus sur les sujets de santé, en particulier dans le digital. Mais bon, on a quand même une très grosse majorité de femmes. La base a 50 ans en moyenne et 729 chercheurs sont engagés à nos côtés. Cette base, elle est nombreuse, comme vous pouvez le voir. Elle n'est pas représentative de la population française et elle n'est pas représentative de l'épidémiologie du cancer. Ça, c'est quelque chose qu'on discute très en amont avec les chercheurs, en leur expliquant que notre système n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Voilà. Et les chercheurs, la plupart du temps, redressent, en fait. Nos particularités, bon, pas sur les hommes, hein, on ne peut pas redresser, on n'en a pas assez. Mais sur les autres sujets, on a besoin de redresser la plupart du temps sur les classes socio-professionnelles, les catégories socio-professionnelles et le niveau d'études, le niveau de revenus. Mais comme souvent la recherche, hein, on recrute plus facilement des gens qui sont plus éduqués, plus favorisés d'un point de vue économique et qui sont plus urbains aussi. Alors, comment est-ce qu'on les recrute? Notre premier levier de recrutement sont les études. En fait, les sentinelles viennent parce qu'elles ont envie de participer à une étude. Et nous, notre métier, c'est justement de les faire, de promouvoir ces études. La motivation aussi, c'est d'aider et être utile. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter des chiffres et vraiment, elles y trouvent leur compte. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je donne du sens à ce qui est arrivé, qui est vraiment très important dans les motivations. Et puis, et en particulier pour les gens qui ont été malades, ils veulent témoigner. Ils veulent témoigner. Et sinon, on utilise beaucoup le bouche à oreille. Les sentinelles sont nos meilleurs ambassadeurs. On utilise évidemment les réseaux sociaux et le pouvoir des réseaux sociaux. Les centres de soins,
même si ce n'est pas toujours là que c'est le plus facile, parce que vous connaissez ça, il y en a partout en France et nous, on n'est pas toujours capable de parler à la bonne infirmière qui va pouvoir mettre les bons dépliants au bon endroit et nous dire quand il n'y en a plus. Ce n'est pas toujours les centres de soins, mais bon, ça peut marcher quand même. On a aussi des partenaires qui nous aident, qui peuvent être d'autres assos. On travaille beaucoup en collaboration avec d'autres assos de patients. Ou des gens qui n'ont rien à voir. On a été par exemple aidé dès le démarrage par le groupe de lingerie Chantel. On a pu être aussi aidé par des marques comme Carole. Donc voilà, des partenaires qui ont envie de s'engager à un moment donné sur le cancer et pour qui Sentinelle est une bonne solution pour le faire. Et puis bien sûr les médias. Alors, voilà comment est-ce qu'on communique avec la communauté. Les emails, comme je vous le disais, s'inscrire à Sentinelle, ça consiste essentiellement au démarrage à nous donner votre adresse email. Ça n'engage à rien d'autre. S'inscrire à Sentinelle ne vous engage pas du tout à participer à la recherche. Ça vous engage à recevoir des emails et ensuite, c'est email par email, recherche par recherche que vous vous portez ou non volontaire. Il n'y a aucune obligation attachée au fait de s'inscrire. Bien sûr, les réseaux sociaux qui nous permettent, et là vous le voyez, de mettre en avant la communauté. Et là, en l'occurrence, en plus, c'est un très bon exemple parce qu'elles se sont rencontrées grâce à Sentinelle, ce qui est quand même dingue parce qu'on n'a pas de forum, mais c'est sur Facebook qu'elles se sont rencontrées, qu'elles ont décidé de faire une séance de photos ensemble parce qu'elles avaient fait le même choix de non-reconstruction, enfin de reconstruction à plat. Techniquement, on appelle ça reconstruction à plat. Et puis, on a, comme vous le voyez, tous les webinaires qui sont aussi l'opportunité pour nous à la fois de transmettre sur les résultats d'études, mais aussi de faire monter tout le monde en compétences et d'acculturer tout le monde à ce que ça veut dire que de faire de la recherche, quelles sont les contraintes. Parce que souvent, quand on est citoyen, on peut avoir des questions et on ne comprend pas toujours bien pourquoi c'est si compliqué d'avoir des réponses. Et c'est aussi notre job que d'expliquer pourquoi ça prend du temps, pourquoi tout n'est pas toujours possible rapidement. Voilà, on explique les méthodos. Alors, depuis 10 ans qu'on existe, les Sentinelles ont pris part à 65 recherches. On a généré 112 000 participations à la recherche. On travaille essentiellement en recherche non interventionnelle, pas uniquement, mais vraiment en très grande majorité. On a beaucoup travaillé sur des sujets d'après-cancer, qui est une thématique de recherche majeure en ce moment, mais on travaille aussi sur des sujets de prévention et où on peut travailler sur des sujets de type fertilité, des choses comme ça. Et on a les études auxquelles les Sentinelles ont participé ont déjà donné lieu à 26 publications scientifiques. Et on a travaillé globalement avec à peu près, avec tous ces gens-là et avec l'essentiel de l'écosystème de la recherche en France en cancérologie en académique. Là, je vous ai juste montré 3 études pour vous montrer comment est-ce que Sentinelle permet d'aller vite et de recruter du monde. Donc, la première étude, c'était une étude où on recrutait des femmes qui avaient eu un cancer du sein et qui prenaient un traitement que pas mal de femmes prennent après le cancer du sein qui s'appelle l'hormonothérapie. Et elles devaient l'avoir pris au moins une fois au cours des 10 dernières années. Ce que vous voyez en violet foncé, c'est le nombre de personnes qui ont répondu au questionnaire le premier jour où on a lancé l'étude. Et ensuite, vous voyez comment ça se répartit et qu'au bout du compte, en 116 jours, on avait recruté 1284 participants. En l'occurrence, des participantes. L'autre étude après cancer, où là, on était vraiment ouvert à tout le monde, puisque l'idée était de comparer les effets de l'après-cancer, enfin les effets des traitements sur la qualité de vie après le cancer. Et donc, ils avaient besoin d'une population témoin pour faire la part de ce qui était du cancer et de ce qui était du reste de la vie, quoi. Et bien là, on a recruté 1530 personnes dans les premières 24 heures et au bout du compte, on en a eu 4000. Et une dernière sur la reconstruction mammaire, qui était des femmes qui avaient une mastectomie entre 2014 et 2019, ce qui est quand même un critère pas énorme, mais on en a eu 400 en 24 heures. Voilà, pour vous dire que c'est un système qui fonctionne pour massifier le recrutement et ce, extrêmement rapidement. Mais on ne fait pas que de la participation, voilà. On promeut aussi vraiment une collaboration vraiment plus étroite. Et donc, on accompagne les chercheurs dans le fait qu'ils impliquent des citoyens, idéalement à chaque étape.
Donc là, je vous ai mis plusieurs étapes dans lesquelles on peut inclure des citoyens dans la réflexion. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, on a une étude qui a lieu à Lyon en ce moment, qui s'appelle Ancoli, qui est une étude qui a été entièrement co-construite entre des femmes qui ont eu un cancer du sein et qui prennent de l'hormonothérapie et une équipe de chercheurs. Enfin, ce sont que des femmes en l'occurrence. Elles ont identifié et déterminé la question de recherche ensemble. Elles ont construit toute l'étude, elles sont allées chercher les financements ensemble. Là, on en est au stade des interviews. Les sentinelles qui ont participé au groupe Ancoli participent aux interviews des autres sentinelles à côté des chercheurs. Hein. Elles vont participer à l'analyse et derrière, on va bien sûr compter sur elles pour faire de l'advocacy autour des résultats et faire en sorte que les résultats de cette étude soient portés et de l'écho auprès de la communauté scientifique en étant vraiment portés par des patients. Et en l'occurrence, elles ont soulevé un sujet qui n'avait jamais été soulevé. En cancérologie, depuis une petite dizaine d'années, on reconnaît bien volontiers qu'il y a des effets des chimiothérapies sur les capacités cognitives. Ça y est, on le sait. Voilà, c'est le fameux chemio-brain, on reconnaît. Mais ce que disaient ces femmes, c'est qu'en fait, l'hormonothérapie leur faisait la même chose. Et ça, personne ne l'avait jamais étudié. Et c'est cette étude-là qu'elles ont demandé qu'on fasse. C'est cette question de recherche-là qu'elles ont posée. Donc, c'est vraiment utiliser le savoir expérientiel des patients en équipe. Hein. Il ne s'agit pas de patients qui deviennent chercheurs. Hein. Il faut travailler ensemble, mais qui, en équipe, font émerger des nouveaux sujets et ensuite mènent l'étude de bout en bout. Après, là, je vous ai pris un exemple. Hein. Nous, on fait encore l'essentiel de ce qu'on fait, c'est encore de recruter uniquement sur la base des questionnaires. Mais de plus en plus, on essaye, peut-être qu'à une seule étape, ou en tout cas, voilà, on adapte. On adapte. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans la collaboration et dans la co-construction. Et c'est un vrai cercle vertueux qui bénéficie à tous. Donc là, je viens de vous le dire, hein, c'est vraiment de la recherche plus efficiente. Sont des recrutements plus rapides, moins chers. Je ne vous l'ai pas dit, mais on a fait un petit calcul du coût que Sentinelle nous a coûté depuis 10 ans et on l'a divisé par le nombre de participations qu'on avait générées. Le coût d'une inclusion, c'est 11 €. Et on inclut dedans le coût de l'encodage des questionnaires, tout ça, quoi. Donc 11 €. C'est vraiment pas très, très cher. Hein. Ça permet d'avoir des échantillons plus larges. Et ça permet pour les chercheurs qui le souhaitent de co-construire et d'être accompagnés dans la co-construction avec des citoyens. Mais on a fait une étude donc ça sont des résultats concrets, voilà, c'est ce qu'on produit vraiment. Mais on a fait ce qu'on appelle une étude d'impact. Et ça, c'est quelque chose qui est produit à l'extérieur, ce n'est pas nous qui l'avons fait. On est allé chercher un institut qui est spécialisé là-dedans, qui est allé regarder quel était le deuxième effet qui se coule, en fait. Au-delà des résultats matériels, qu'est-ce que ça produisait? Et ça produit des résultats à la fois sur les citoyens et sur les chercheurs. Ça produit des résultats sur les rapports entre la science et la société et ça produit des résultats sur la santé au niveau global. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Alors, les citoyens, ça ne va probablement pas vous surprendre, mais nous, les chiffres nous surprennent et à vrai dire nous émeuvent un peu, mais ça développe vraiment, participer à Sentinelle, être Sentinelle en ayant été malade ou non, hein, ça développe la littératie et ça redonne du pouvoir d'agir. Elles sont 98% à nous dire que participer aux études les amène à se poser des questions qu'elles ne se seraient pas posées sans cela. Et elles considèrent que c'est une chose très positive. Elles sont 79% à dire que ça leur permet d'agir pour leur santé et celle des autres. Elles sont 66% à dire que ça leur permet de se sentir actrices de leur propre santé. Elles sont 60% à dire qu'elles se sentent plus positives face à la maladie. Dans les verbatims, il y en a même une qui nous a expliqué qu'elle n'était pas malade quand elle s'est inscrite à Sentinelle, que depuis elle était malade et que franchement, en consultation d'annonce, elle avait beaucoup pensé à nous et qu'elle se disait qu'elle n'aurait jamais pris le diagnostic de la même manière si elle n'avait pas été Sentinelle. Ce que je peux vraiment comprendre. Il y en a 37% qui déclarent que grâce à Sentinelle, elles se sentent plus confiantes face à l'avenir et 34% qui déclarent que ça leur permet de gagner confiance en elles. Et ces deux chiffres ne sont pas très élevés, mais il y a beaucoup de je ne sais pas. Mais au-delà de ça, là où c'est extrêmement intéressant à les regarder, c'est que si vous regardez sur les gens qui ont plus de 60 ans et si vous regardez sur les gens qui n'ont pas le bac, ces chiffres sont beaucoup plus élevés.
C'est-à-dire qu'il y a un vrai effet de levier sur des populations qui sont peut-être plus en besoin de littératie. Il y a un vrai effet de levier de sentinelles sur ces sujets-là. Donc, il y a un impact sur les sentinelles font ça pour être utiles pour les autres, mais en fait, elles en tirent un vrai bénéfice direct. Elles disent aussi que ça développe de l'inclusivité et de la visibilité. Il y a 72% des proches qui disent que ça leur permet d'être mieux informés sur le cancer. Dans les verbatims, ils nous disent que ça leur permet de comprendre ce que traverse la personne à côté de qui ils vivent, de beaucoup mieux les comprendre. Ils sont aussi 70% à dire que Sentinelle contribue à faire changer le regard sur le cancer et sur les personnes malades. Donc, le cancer, je sais que les maladies psychiatriques, vous souffrez encore plus de ces sujets-là. Mais le cancer, il y a encore une tunique d'infamie qui est liée au cancer. Et là, ça les permet ils ont le sentiment que ça leur permet de sortir un tout petit peu de ça. Donc ça, c'est pour la partie citoyen. Pour la partie chercheur, ce que les chercheurs nous ont dit, les chercheurs, on ne les a pas interrogés en quantitatif, on les a interrogés qu'en qualitatif. Et ils nous ont dit qu'au-delà du recrutement plus rapide et du fait de pouvoir collaborer avec des citoyens, ça leur facilitait l'accès au financement. Parce qu'effectivement, dans les appels à projets en cancérologie, de plus en plus, on demande à ce que des citoyens soient intégrés dans les processus et que quand il y a Sentinelle dans l'appel à projet, eh ben, ça les aide. Que ça les aide aussi d'être challengés et validés par un comité scientifique. On a bien sûr un comité scientifique qui relie toutes les études pour s'assurer que ce qu'on va proposer à la communauté est solide scientifiquement. Ça permet aux études de gagner en visibilité aussi auprès de la communauté scientifique, parce que nous, on n'est pas du tout tenus de ne pas communiquer sur les études. Donc, on communique sur les études. Et il y a certains chercheurs qui nous ont dit que ça les avait aidés, qu'on ait communiqué nous. Nous, on est très souple, on a une toute petite structure, donc on peut expérimenter plein de choses. Et pour des chercheurs, ça peut aider parce qu'on on n'a pas une grosse institution derrière avec des gros process, donc on peut essayer des nouvelles choses. Et puis, on fait beaucoup d'intermédiation pour créer des partenariats avec d'autres acteurs de la société civile. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'est pas représentatif de la population française, ce qui est quand même un problème, et qu'on n'est pas représentatif de l'épidémiologie du cancer, ce qui est encore plus un problème. Et par exemple, on travaille avec une association qui s'appelle Voisins Malins, qui fait de l'allée vert. Ils sont à Vénissieux, par exemple, et ils forment des voisins qui vont voir leurs voisins. Et on travaille avec eux pour étendre un peu nos recrutements, et ça, ce sont des choses qu'on peut faire très facilement. On vient, enfin, d'une certaine manière, on vient du même monde, c'est assez facile pour nous. Donc voilà pour les chercheurs. Il y a aussi un gain pour la partie de la communication entre les sciences et la société, puisque en fait, devenir sentinelle, alors il y a un biais au départ, hein, évidemment, quand elles s'inscrivent, je pense qu'elles sont déjà plus intéressées par la recherche. Mais on leur a demandé si ça renforçait encore ça, et elles disent que oui. Elles disent que depuis qu'elles sont inscrites à Sentinelle, elles s'intéressent davantage à la recherche, elles sont mieux informées sur les actualités, les avancées de la recherche, et elles comprennent mieux comment la recherche fonctionne. Et tout ça crée de la proximité et crée de la confiance. Et enfin, sans surprise, si on accélère la recherche, si on améliore la littératie, eh bien, on améliore la santé de tous. Donc, voilà ce qu'il en est de Sentinelle et du fait qu'on a fait la preuve de notre concept, là, en disant que ça marche. En fait, on peut, via un site Internet qui, en fait, est une newsletter, on peut engager beaucoup plus massivement les citoyens dans la recherche et en créant un vrai cercle vertueux qui bénéficie à tous. Et comme le disait Marion en introduction, ce sur quoi on travaille depuis déjà quelques mois maintenant, puisque Marion et moi nous sommes rencontrés il y a exactement 1 an. Ouais, j'ai oublié de raconter comment on s'était rencontrés. Marion et moi avons été toutes les deux nommées femmes de santé, qui est une médaille en chocolat. Mais on s'est retrouvés assises côte à côte dans une conférence. Et donc, on s'est rapidement expliqué mutuellement ce qu'on faisait et pourquoi on était là. Et on s'est rapidement dit que ça serait intéressant qu'on se revoie. Et il se trouve que 4 jours après, on était assises côte à côte dans un café dans lequel on n'avait jamais mis les pieds ni l'une ni l'autre. Donc, on s'est dit qu'il y avait un
Voilà, c'était là qu'il fallait qu'on le fasse. Et donc, ça fait 1 an qu'on discute pour créer un équivalent de Sentinelle, une communauté citoyenne qui serait au service de la recherche sur les maladies mentales. Et donc, nous, on va utiliser ce qu'on a appris avec Sentinelle. On va s'appuyer sur l'expertise et sur les communautés existantes de la Fondation. Et puis, on va faire tout un travail d'adaptation parce que je n'ai pas l'orgueil de penser que ce qui a marché en cancéro va marcher exactement à l'identique dans le champ de la maladie mentale. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous avec qui on aura l'opportunité de discuter justement pour qu'on adapte ce qu'on a fait à Sentinelle au champ de la maladie mentale. Voilà. Merci beaucoup, Guillemette, c'était parfait et ça va permettre de me passer la parole à Romain Ray, qui a accepté d'animer cette discussion et qui travaille dans le pôle de psychiatrie du professeur D'Amato, qui est tout au fond, mais qui est avec nous aussi. Et je pense qu'il y a le temps là pour la discussion et la réflexion, et donc à toi. Merci beaucoup, Marion. Merci, Guillemette, c'était vraiment passionnant. Je pense que ça a beaucoup parlé à certains d'entre nous, enfin, voire à la plupart d'entre nous, mais je pense d'abord aux chercheurs et cette capacité à pouvoir recruter si rapidement de grands échantillons, un grand nombre de participants, c'est vraiment quelque chose qui fait rêver parce qu'on s'affronte tous à cette difficulté à recruter. Alors moi, j'ai un certain nombre de questions, je passerai le micro dans la salle, mais j'en pose une en premier. J'ai compris que cette idée de créer Sentinelle, tu t'étais inspiré d'un dispositif qui était existant en Amérique du Nord, je crois, c'est ça. Et ma première question, c'était quel frein tu as eu pour transposer ce modèle dans le contexte français et peut-être l'étape d'après, c'est quel frein tu pourrais ou quel conseil tu pourrais nous donner désormais qu'on est en voie de l'adapter dans le contexte de la psychiatrie et de la santé mentale. Alors, je dirais que les freins au départ, ça a été surtout pas tant que le concept arrivait des États-Unis, parce que celui-là, on l'avait déjà adapté. Les États-Unis avaient une communication très guerrière, c'était pas nous. Voilà, on s'était déjà culturellement adapté. Je pense que les principaux freins, et ça va vous parler parce que la plupart d'entre vous êtes dans ce monde, mais moi, c'était au départ un peu une surprise. C'est qu'en fait, on ne correspondait à rien de ce qui était que vous connaissez. C'est-à-dire que les gens nous disaient, mais vous êtes une cohorte? Non, on n'est pas une cohorte. Ah, vous êtes un registre? Non, on n'est pas un registre. En fait, on ne rentrait dans aucune case. Et c'était très compliqué pour les chercheurs de nous identifier et de comprendre vraiment ce que l'on faisait, fondamentalement. Parce que on ne correspondait pas à quelque chose d'existant. Et donc, et je pense qu'on va avoir le même sujet. Et c'est une histoire d'acculturation. Voilà, d'acculturation et puis de preuve par l'exemple, en fait. Et là, vous avez de la chance, on va pouvoir s'appuyer sur les résultats de Sentinelle pour dire si, on vous assure, ça marche. Mais nous, il a fallu quelques études pour qu'on aille voir les chercheurs, et merci aux premiers qui nous ont fait confiance, mais quelques études pour aller voir les chercheurs en disant on pense que ça peut marcher. On pense que ça peut marcher. Donc, surtout que voilà, vous êtes chercheur, vous fonctionnez par la preuve. Hein. Donc, c'est bien légitime. Donc, voilà, c'est surtout, je dirais que c'est une question de temps et de pédagogie. Il faut expliquer en quoi ça n'est pas ce que vous connaissez. C'est différent, c'est complémentaire. Hein. Ce que ça n'est pas et après faire la preuve et répéter que ça marche, quoi. Et montrer que ça marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai quelques autres aussi. Ouais. Bon, je la pose et puis je passe le micro à Guillaume. Une deuxième question, c'était ce principe de réciprocité dont tu parlais en disant que finalement, c'est un donnant-donnant. Il y a véritablement un gain considérable qui est fait à destination des chercheurs, à la fois en permettant de recruter plus de monde rapidement et puis aussi avec cette dimension de co-construction qui est quand même une richesse. Et un retour aussi vers les personnes qui participent. Et donc, tu parlais des webinaires et de l'intérêt de faire des retours sur les projets. Et moi, j'ai été intéressé par le contenu des webinaires parce que finalement, le retour sur les projets, des moments, il met un certain temps, c'est la temporalité de la recherche. Et quel sujet traitez-vous pendant ces webinaires? Comment vous identifiez ce que vous traitez Alors, effectivement, cette réciprocité, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et j'ai parlé des webinaires. Et merci, Romain, de poser cette question, que ça va me permettre d'en dire un peu plus parce que
on la travaille dès la participation à la recherche, cette réciprocité. Par exemple, dans une newsletter, quand on recrute pour une étude, il y aura toujours la photo du chercheur et on va toujours lui demander une petite citation qui explique pourquoi cette recherche est importante et où il remercie les sentinelles par avance de participer. Il y a vraiment l'idée qu'on veut créer de la proximité. Ça paraît complètement idiot, hein, ça paraît basique de chez basique, mais il y a quand même beaucoup de recherches où les participants n'ont aucune idée de qui est derrière. Là, on leur dit comment c'est financé, voilà. Moi, je dis souvent qu'une partie de mon métier, c'est de faire en sorte que les chercheurs disent bonjour à la dame et merci à la dame. Ben voilà, on fait ça. Et le média des newsletters et le média pour ça le digital est extrêmement puissant. C'est très facile, après qu'elles aient participé à une étude, qu'on leur envoie une petite newsletter encore en leur disant un petit email, en leur disant oh, merci, c'est formidable. Voilà. Donc, cette réciprocité et cette reconnaissance, on l'apporte à chaque étape de la participation. Et effectivement, la question des webinaires a été pendant longtemps, comme tu le dis, hein, la recherche, moi, je trouve que ça travaille à un temps géologique. Donc, pendant longtemps, on n'a pas eu de résultats, hein, parce que les premières études qui ont été menées, on a mis 4-5 ans à avoir des résultats. Donc, les premiers webinaires, on les a faits sur des thématiques assez génériques. On faisait venir des chercheurs et voilà. Mais maintenant, on présente vraiment les résultats de la recherche. Mais l'exemple que je vous ai donné, là, d'ailleurs, ce n'était pas des résultats. On présente aussi les méthodologies de recherche. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui travaille sur les biomarqueurs de la voix pour évaluer la qualité de vie, ce qui, pour une sentinelle lambda, est assez cryptique. Comment est-ce que des biomarqueurs de la voix peuvent vous aider à évaluer la qualité de vie? Donc, il est venu expliquer comment est-ce qu'il travaillait, comment est-ce qu'il s'était posé cette question. Voilà. On travaille sur les deux niveaux. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai 2 questions. La première est très pratique. C'est que j'imagine que le fonctionnement de Sentinelle a un coût. Et je voulais savoir d'où proviennent vos financements. Alors, au départ, on a été amorcé par l'INCa, donc l'Institut national du cancer, par la Fondation ARC pour la lutte contre le cancer et par le groupe de lingerie Chantel. Là aussi, je vous le disais, pour nous, c'est important que la société civile et le monde de la recherche soient à égalité. Et là, on y était aussi. Depuis, on a un modèle économique. En fait, on demande aux chercheurs de nous mettre dans leurs appels à projets et de nous dédommager. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. Et on n'a pas on ne demande pas d'argent aux sentinelles. Ça, c'est un principe et on n'en dérogera pas parce qu'elles nous donnent déjà beaucoup. C'est une autre manière, c'est alternatif et complémentaire au fait de donner à la recherche. Et pour l'instant, on n'a pas de partenaire autre qui nous finance. On essaye autant que possible. Moi, mon principe de départ, c'était de dire on rend un service. Ce n'est pas anormal d'être rémunéré pour ce service. Donc, on a ce qu'on appelle un modèle économique à but non lucratif. D'accord. Merci beaucoup. Et ma deuxième question, si j'ai bien compris, donc Sentinelle, c'est une initiative qui, à l'origine, plutôt citoyenne, c'est-à-dire c'est plutôt des personnes qui sont du côté des patients ou en tout cas pas du côté de la recherche. Et je crois que dans la salle, la plupart des gens sont plutôt du côté de la recherche et du soin. Et est-ce que je me demandais dans quelle mesure ce n'était pas important que s'il y a une telle communauté qui est créée dans le domaine de la psychiatrie, ce ne soit pas quelque chose qui émane avant tout ou qui est du côté des personnes qui souffrent de maladie mentale, des patients. Et voilà. Si nous, on crée ça en tant que chercheur, en tant que soignant, est-ce que ça va fonctionner aussi bien? Alors, oui, non, mais c'est une bonne question et on a un point de comparaison qui s'appelle Compare, que vous connaissez peut-être, qui a été créé par la PHP il y a 5 ans, qui travaille et qui est exactement un MeToo de Sentinelle, mais qui est autour des maladies chroniques et qui a été créé par des chercheurs. Et c'est extrêmement intéressant, et qui est dirigé par un médecin qui s'appelle Ti. Et Ti et moi, on se parle énormément parce qu'effectivement, on vient de 2 mondes différents. Donc, on a abordé le sujet par 2 logiques très différentes et qui sont en fait très complémentaires. C'est-à-dire, oui, évidemment, il faut que ça soit porté par la société civile. Ça ne peut pas être porté que par des chercheurs. D'abord, ce n'est pas votre cœur de compétence. Ce qu'on fait là, c'est vraiment du marketing digital. Hein. Ce n'est pas votre cœur de compétence. Et puis, et moi, je le vois avec Ti. Souvent, je lui dis, mais Ti, tu es trop dirigé vers ton intérêt. Et ça se voit. Enfin, moi, je le vois.
Alors, je pense que ces participants ne le formuleraient pas comme ça, mais et je pense qu'il faut vraiment travailler ensemble, en fait. C'est comme ça que ça va bien fonctionner. Lui est très, très efficace sur la recherche, peut-être plus que moi. Mais moi, je suis plus efficace sur l'engagement des citoyens. Et donc, il y a vraiment un enjeu à travailler ensemble. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas cité là, mais depuis le démarrage où on travaille avec Marion et Véronique, j'ai à mes côtés Marion Harouy, qui a exactement le même profil que moi, puisqu'on se connaît depuis 30 ans et on s'est rencontrés chez Danone il y a 30 ans. Et qui vit avec la bipolarité et qui m'accompagne parce que, évidemment, alors ça, c'est évident que ce n'est pas moi. Je connais la cancéro, je l'ai vécu de très près. Je ne connais rien à la maladie mentale. Je ne le ferai pas sans les patients et sans leurs proches. Merci. Je crois qu'il y a quelques questions du côté du public connecté. Donc, peut-être Véronique pour commencer. Moi, je voulais justement, Guillemette, que tu parles de Marion. Donc, tu viens juste de le faire. Donc, je suis Véronique Briquet-Leger. Je travaille à la Fondation Fondamentale et c'est avec Guillemette donc, et d'autres personnes comme Marie-Hélène que nous travaillons sur monter cette communauté. Donc, je voulais vraiment intervenir sur le fait que on allait inclure les associations de patients et d'aidants, chose très, très importante parce qu'en fait, pour rajouter une couche sur ce que vient de dire Guillemette, nous intéressons vraiment aux patients et aux personnes impliquées, qu'elle appelle très élégamment les PPI. Donc voilà. Mais donc, comment est-ce qu'on va rassembler tous ces gens? Avec Romain, on a plein d'idées déjà. Donc voilà. Et c'est vrai que Marion Harouy est effectivement une personne qui est très impliquée et qui nous aide aussi là-dedans. Et puis, je voulais juste demander peut-être à Guillemette d'élaborer un tout petit peu comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans les interfaces avec des recherches plus type essais cliniques, plus invasives. Et voilà, si tu pouvais dire un mot sur ce qu'on est en train d'élaborer en interfaçage, et je pense que c'est utile de porter ça aujourd'hui. Alors moi, je vous ai dit, on fait essentiellement de la recherche non interventionnelle. Ça venait aussi du fait que les essais cliniques au démarrage, ça nous a un peu impressionné. Recruter pour des essais cliniques dans le digital, ça ne nous paraissait pas du tout approprié. Enfin bon, on avait laissé complètement ce sujet-là de côté. Mais il se trouve que là, et aussi bien et en parallèle dans le champ de la cancéro et dans le champ de la psychiatrie, se sont montées des startups qui ont le bon goût de faire ce que l'État essayait de faire sans vraiment y arriver, c'est-à-dire un registre à jour des essais thérapeutiques ouverts dans chacun des champs de recherche et avec des interfaces à la fois pour les soignants, pour qu'ils puissent aller chercher pour leurs patients, mais aussi des interfaces pour les patients et leurs proches, parce qu'aujourd'hui, il y a un registre sur le site de l'INCa. Franchement, en tant que patient, c'est impossible. C'est impossible. C'est en anglais, ça vient tout de suite de clinical trial. Il n'y a aucun filtre. C'est pas à jour. Enfin voilà. Il se trouve que là, on a de la chance. On a 2 startups en parallèle, chacune dans notre domaine, qui se créent, et on va ouvrir ce champ-là, évidemment. À partir du moment où notre vocation, c'est de faire participer les citoyens à la recherche et de faire en sorte que les chercheurs et les citoyens se parlent. Eh bien, le champ de la recherche interventionnelle est hyper important. Donc, dans le cadre de la création de cette nouvelle communauté, il y aura, comme le disait Véronique, une brique qui va être apportée par une start-up qui a, elle, créé un algorithme qui lui permet de récupérer tous les essais cliniques, tous les essais thérapeutiques, et qui permet et qui crée des interfaces adaptées à chacune des populations. Donc, il y aura ça aussi. Merci. Bruno, à toi. Merci beaucoup en tout cas pour votre très belle présentation, Bruno Wisrat de Bordeaux, et vraiment cette superbe initiative effectivement au profit au bénéfice des patients et des chercheurs. Et justement, en complément de l'intervention de Véronique,
justement, si vous vous engagez vers démarche interventionnelle, justement, comment peut se faire le recrutement de patients justement hors région, notamment dans le cadre d'essais thérapeutiques, parce que parfois, justement, dans le financement des projets, déplacement et hébergement des patients ne sont pas obligatoirement prévus. Or là, justement, l'objectif, c'est parfois de dépasser, je dirais, la frontière de nos régions, parce que voilà, il y a un effet tout à fait spécifique porté par un chercheur dans une ville et qui est essentiel, effectivement, par rapport à la pathologie dont on souffre. Comment, justement, on inclut justement ceci et comment on peut justement faciliter ces recrutements en région? Alors, c'est une bonne question qui dépasse très largement mes compétences, parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup promu de la recherche qui était accessible depuis votre salon, hein. Et on n'a pas encore été confronté à ce sujet-là, mais effectivement, c'est un sujet plus large de la recherche qui, je ne suis pas sûre qu'on arrive à le craquer là avec nos solutions. Ça sera peut-être une étape ultérieure. Je comprends. Merci en tout cas. On a une autre question, deux autres. Alors, merci beaucoup pour cet exposé et puis cette très, très belle initiative. Donc, moi, j'avais deux petites questions. La première était, lors de l'inscription sur le réseau, en quelque sorte Sentinelle, est-ce qu'il y a l'enregistrement de données de santé? Est-ce que les personnes décrivent ce dont elles souffrent et est-ce que c'est enregistré pour orienter ensuite les chercheurs sur des sous-catégories de participants ou de participantes, ou alors est-ce que c'est uniquement les données d'identité et puis ensuite charge à chacun de trier les propositions de recherche qui sont faites par la newsletter, si j'ai bien compris? Alors effectivement, c'est un principe de départ qu'on a eu. On ne qualifie pas la base. Ça nous a été demandé par la CNIL au démarrage et à vrai dire, moi de toute façon, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que notre principe... moi, j'envoie la même newsletter à tout le monde. Quand vous vous inscrivez à Sentinelle, on ne va même pas vous demander votre nom et votre prénom, on va vous demander votre adresse email, on va vous demander où est-ce que vous habitez, un code postal. On va vous demander si vous avez été malade ou non et si vous avez été malade, la localisation de votre cancer. Mais on ne va rien vous demander d'autre. Et après, moi, les newsletters, je les envoie indifféremment à absolument tout le monde. L'idée étant qu'on ne montre pas les gens du doigt. Vraiment, le fait de s'inscrire à Sentinelle, c'est sur une base de bonne volonté et elle s'engage à rien d'autre qu'à recevoir ses emails. Et moi, le principe était de dire, je ne veux pas qu'elles se sentent qu'on leur montre en disant, toi là-bas, toi qui as eu un cancer, est-ce que tu veux bien nous aider et venir participer? Non, on ne le fait pas. On envoie à tout le monde et nos newsletters sont adressés à tout le monde. On a généralement 2, 3, 4 études de toute façon, une en principale qui est la nouvelle et puis celle pour lesquelles on cherche toujours. Et on compte aussi sur le bouche à oreille. Et ça marche, en fait. C'est-à-dire qu'en ne les ciblant pas, eh ben, on compte sur le fait qu'elles vont pouvoir en parler à leurs voisines. Et ça marche. Mais c'était presque philosophique. Hein. Avant d'être un levier d'efficacité, c'était un levier philosophique. Mais c'est vrai que ça demande aux chercheurs, du coup, de nous faire confiance au démarrage parce qu'on ne va pas pouvoir leur dire alors, des femmes qui prennent de l'hormonothérapie depuis 5 ans, j'en ai exactement 1800 dans la base. Non, je n'en sais rien. On découvre ensemble. Et ma seconde question était, est-ce que vous avez adapté ou est-ce que vous demandez aux chercheurs d'adapter la description de certains protocoles en facile à lire et à comprendre, par exemple, pour toucher des populations plus fragiles au plan cognitif, par exemple? Alors ça, je pense qu'on va apprendre avec vous. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je réécris tout. Mais je réécris tout juste pour parler normal. Pas pour m'adapter à des publics qui auraient des difficultés à lire ou des difficultés avec... Non, moi aujourd'hui, juste pour parler compréhensible et aussi pour être engageant. Et c'est normal, on écrit toujours de son point de vue. Et c'est très difficile pour un chercheur d'écrire d'un autre point de vue. Et là, dernièrement, hier, j'ai eu la remarque quel était le bénéfice? Le bénéfice, c'était de faire valider je ne sais quoi par les autorités. Mais non, mais ça, c'est pas un bénéfice pour les sentinelles. Ils s'en foutent que vous fassiez valider votre truc par les autorités. Ce sont des petites choses, mais
Voilà, moi, je retranscris en parole de citoyens. Pourquoi est-ce que ça intéresse les citoyens? Qu'est-ce qui peut… Et puis, voilà, c'est mon métier que de mettre un peu de motivation dans tout ça. Mais on ne s'est pas encore posé cette question-là. On sait qu'on doit se la poser et je pense qu'on va apprendre avec vous. Merci beaucoup, c'est vraiment génial, Sentinelle. J'ai été très sensible au caractère non lucratif de l'initiative. Les calculs sont très communs avec ce qu'on vit ici sur l'hôpital. Je suis très sensible aussi au sens de la participation qui est proposée aux personnes concernées. C'est toutefois une inquiétude que je souhaitais partager avec vous, qui serait celle d'une mise en concurrence. Vous mettiez en avant le prix relativement négligeable d'une inclusion dans certaines études. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, quelqu'un vienne et vous dise moi, je vous paye 3 fois le prix pour avoir un taux de recrutement ou pour être mis en avant et en quelque sorte, il y a une mise en concurrence des différents essais que vous pourriez promouvoir par votre plateforme? Alors écoutez, peut-être que ça arrivera, c'est un problème de riche. On se le posera quand on y sera. Mais de toute façon, nous, on a dans nos statuts, dès le démarrage, le principe du non lucratif est posé. Parce qu'effectivement, moi, j'ai tout à fait conscience. Alors, aux États-Unis, l'équivalent est non lucratif. Mais Patient Like Me fait des choses assez similaires. Et Patient Like Me, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce n'est pas du tout non lucratif. Donc là, demain, qu'il y ait des gens qui se lancent pour faire ce qu'on fait en étant lucratif et en travaillant avec les labos. Je ne leur recommande pas de devenir lucratif en travaillant avec les académiques parce que ça ne va pas marcher. Mais s'ils travaillent avec les labos, ça va devenir très lucratif, c'est certain. Mais nous, moi, je ne suis pas inquiète. On trouvera. Et de toute façon, par rapport à la question du ciblage, on est aussi en train de voir comment est-ce que peut-être on pourrait aller un cran plus loin dans le ciblage, non pas pour ne plus parler à tout le monde, parce que moi, c'est encore très important pour moi philosophiquement de parler à tout le monde, mais peut-être que si effectivement on a trop d'études en même temps, qu'on s'assure de la pression qu'on met sur chacun. Et ça, les outils d'envoi de newsletter sont extrêmement bien conçus pour ça. Et on pourrait tout à fait imaginer de faire en sorte qu'ils ne reçoivent pas 4 emails dans le mois leur demandant de participer à 4 études différentes, parce que ça, on sait qu'on va les user. Donc après, c'est juste dans l'intelligence de la relation. Mais moi, j'aimerais avoir ce problème de riche. Je ne l'ai pas encore. Moi, j'avais une autre question qui était plus sur le volet de co-construction et de participation. Tu as commencé à y répondre en parlant de ce dont vous parliez dans les webinaires, mais est-ce que vous avez un peu comme ça des perspectives en termes d'accompagner les personnes concernées ou pas, mais qui voudraient participer à l'élaboration des projets pour leur permettre comme ça de s'acculturer à la recherche, aux méthodologies, pas uniquement à des techniques assez pointues comme celles que tu décrivais tout à l'heure, mais vraiment des basiques, tout simplement l'intérêt d'être en aveugle, en randomisé, ce genre de choses. Alors, moi, je le fais parfois sur les newsletters. C'est-à-dire que sur les newsletters, en fonction des études, j'explique. Donc, je peux expliquer ce que c'est que… j'explique des choses. Je peux expliquer la randomisation, le double aveugle, tout ça. Alors, on n'en fait pas tellement, mais dans les newsletters, ça m'arrive. Là, celle que je vous avais montrée, alors, ce n'est pas vraiment de la recherche, mais j'expliquais ce que c'était que les différents types de prévention. Parce que souvent, on dit que ça, c'est une étude en prévention secondaire. Voilà, si vous n'avez pas fait des études dans ce champ-là, la prévention secondaire, ça ne vous parle pas. Donc ça, on le fait au fur et à mesure. Mais pour élargir par rapport à ta question, Romain, il y a une des choses, et d'ailleurs, normalement, c'est relu à l'INCA la semaine prochaine. S'il y a des gens qui connaissent des gens à l'INCA, ça m'intéresse. Parce qu'on a proposé un projet d'une sous-communauté de sentinelles qui serait plus petite, où on engagerait des gens qui s'engageraient beaucoup plus cette fois, qu'on formerait à la co-construction pour qu'elle soit opérationnelle assez rapidement sur des processus de co-construction. Parce qu'on le sait, la co-construction en recherche, c'est un processus qui est extrêmement long, parce que ça commence par une phase d'acculturation réciproque extrêmement longue. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est mutualiser cette phase d'acculturation pour que demain, on ait des sentinelles qui puissent co-construire sur non pas un seul, mais potentiellement 3, 4 projets de recherche, qu'elles soient beaucoup plus rapidement opérationnelles. Deux juste petites questions qui sont liées. La première, c'est il y a 2 tiers des sentinelles qui ne sont pas des patients. Est-ce qu'ils ont un lien avec les sentinelles patients?
J'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. J'en sais rien, mais il faudrait que je regarde, parce que peut-être que je le sais, mais je ne suis pas allée regarder. Enfin, j'ai pas. Peut-être qu'au travers d'une étude qu'on a pu faire à droite ou à gauche, je pourrais le savoir, mais j'en sais rien. Ok, parce qu'on fait en filigrane de tout ça, c'est que vous avez parlé de la difficulté qu'il y a à avoir une représentation la plus large possible de la population. Et la question de la culturation est vraiment importante, notamment vis-à-vis des populations les moins favorisées, etc. Et le problème qu'il y aurait, ça serait d'inclure une certaine catégorie de personnes socioculturellement, en tout cas, profil sentinelle, et puis les autres qui n'ont pas le même accompagnement, qui n'ont pas le même, et avec un effet placebo vraisemblablement, autour en tout cas des études qui n'est pas à négliger. Et du coup, plus vous arriverez vraisemblablement à inclure large au sein même de Sentinelle, plus on évitera ce biais. Donc ma question c'était, est-ce que vous avez identifié des leviers justement pour essayer d'acculturer vous avez parlé de voisins malins. Voisins malins. Et donc ça marche pas, vous êtes On est au tout début de l'expérimentation. On est au tout début. On a essayé de travailler avec la Croix-Rouge. Ça a été trop compliqué. Ils sont trop gros pour nous. On est trop petits. On est trop souple. Voilà. Donc, ça ne marchait pas. Donc, là, on commence avec Voisins Malins sur des sujets de prévention parce que ce ne sont pas des gens qui savent très bien cibler les populations. Ils font du porte-à-porte. Donc, ça parle à tout le monde. Mais on commence les expérimentations. Mais oui, on sait. C'est une limite de l'outil, indéniablement. Et qui est d'abord un problème de la recherche, qui n'est pas le problème de Sentinelle au démarrage. La recherche engage déjà, sans Sentinelle, a du mal à engager au-delà des publics les plus favorisés et tout ça. Mais c'est aussi un problème de l'outil. C'est-à-dire qu'il y a l'illectronisme et potentiellement l'illettrisme. Enfin, il y a les deux. Donc, on est au tout début. Mais je pense que c'est l'Everest, là. Est-ce que dans le cadre de Sentinelle, vous avez pu accès à des éventuelles associations entre des pathologies psychiatriques, mentales et les pathologies cancéreuses chez les patients et chez leurs familles? Alors, on n'a pas eu d'études sur le sujet, mais je pense que je serais vraiment, vraiment contente et ça serait une extraordinaire opportunité de lier les deux communautés que d'avoir une étude sur ça. Parce que l'idée étant que demain, on va séparer les communautés parce qu'il y a un aspect identitaire dans ces communautés que vous comprenez bien. Il y a un aspect entre nous, il y a de l'entre-soi qui est important. Donc, on ne va pas mélanger les communautés, mais moi, j'adorerais qu'on ait des études transversales parce que je sais que le sujet est transversal, évidemment. Je vous le disais tout à l'heure, le cancer, c'est 1 personne sur 4. Les maladies psychiatriques, je ne sais pas, mais ça doit être quand même… voilà, tout le monde connaît quelqu'un qui est touché, donc forcément, on a des recoupements. Forcément. Merci beaucoup, Guillemette. C'était la dernière question. On arrive à la fin. Merci pour cette idée qui est brillante et qui paraît très simple. Et en fait, quand on va sur ton site internet, on se dit c'est une évidence. Pourquoi ça n'existe pas depuis plus longtemps et pourquoi on n'a pas trouvé cette idée avant?